Et bienvenue, merci de nous rejoindre dans les Midis de Culture tous les jours. L'équipe constitue une table critique et ce midi nous plongeons pour la première fois de la saison dans les musiques actuelles. Un rappeur américain et une chanteuse britannique, j'ai nommé Travis Scott et Romy. Et on en parle avec vous, Sophie Rosemont, bonjour. Bonjour Géraldine. Vous êtes critique musicale pour Rolling Stone, Vogue, Les Un Rock et autrice aussi de Girls Rock aux éditions Nil. Et bonjour à vous, Olivier Lam. Bonjour. Vous êtes critique musicale pour Libération. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture. Et on commence donc avec Travis Scott. Son dernier album s'appelle Utopia. Il est sorti fin juillet sous le label Cactus Jack Epic Records. Le titre Sirens au cœur de ce quatrième album de Travis Scott. Album bien fourni, composé de 19 titres. Utopia, donc, c'est sorti le 28 juillet dernier. Et ce qui frappe d'abord peut-être, c'est le nombre de featuring, de collaborations. Alors pêle-mêle, James Blake, Kanye West, Beyoncé, Kid Cudi, Drake, Bad Bunny, The Weeknd, enfin bref, n'en jetez plus. Sortie d'album en fanfare aussi avec un concert en plein été, au plein cœur de Rome, accompagné d'un film d'un quart d'heure. Géraldine Moss de Savoie, ne vous moquez pas de mes lapsus. L'opus qui a dépassé 1 milliard de streams sur les plateformes en un mois. Est-ce que c'est un signe de qualité? Je commence avec vous, Olivier Lam. Grandeur et décadence du blockbuster. Voilà. Non, il y a quelque chose d'assez fascinant et in fine, je trouve assez kitsch dans cette débauche, parce que c'est une débauche, humaine, financière, temporelle, parce que c'est un disque qui a pris beaucoup de temps. Sur le côté romantique en plus. Oui, avec côté très wagnérien. Ça, c'est aussi un truc, on va dire, c'est une marque de fabrique de Travis Scott comme musicien, comme producteur, et pour lequel il a aussi un talent indéniable. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. La percussion énorme, la grosse pêche d'orchestre wagnérien, un truc comme ça. Et là, le disque, c'est dès le début, c'est vraiment le gros morceau. Après, le disque est très, très inégal. Est-ce qu'on sait juste, pardon, combien ça a coûté? On a une idée? Non, mais en milliards. Peut-être pas en milliards, mais je sais l'album que... ou tout, la totalité? C'est un film aussi. Je crois que si cher que ça, je suis pas sûr qu'il communique sur le prix de ses disques, contrairement à Kanye West, qui reste un peu son modèle et son mentor, voire celui qui copie allègrement. Mais là, il y a un côté quand même beaucoup de bruit pour rien. Un peu une manière de quand même de combler le vide, parce que c'est un disque qui parle pas grand chose, et c'est, pour moi, c'est un disque d'ambianceur, c'est un disque je vais comparer ça à un défilé de mode très chic, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des moments musicalement qui sont absolument brillants, mais ça apporte absolument pas à conséquence. Il y a un côté déraciné en fait dans les bonnes idées. Un gros événement qui fait pchit, vous êtes d'accord? Oui, Sophie, heureusement, vous avez dodeliné. Oui, non, moi je repère beaucoup les invités qui dodelinent. Je dodeline parce que, non, je trouve pas vraiment que ça fasse pchit. Alors oui, l'inégalité, cet album, c'est sûr, qui est en plus trop long. C'est-à-dire que 19 titres, on aurait pu vraiment s'en passer. Je pense que 12 aurait été parfait. 12, ça aurait pu être un album assez grandiose, ce qu'il le recherchait. De toute façon, tout est question d'élévation ici et de chute, à l'image de la pochette, où on ne sait pas trop s'il chute, s'il danse, vers où il se... C'est une pochette qui est très belle, d'ailleurs, il faut le dire. Magnifique pochette où on le voit donc un peu distordu. Son corps est tordu. Il n'est pas centré, d'ailleurs. Alors que, bon, évidemment, il a son ego, sinon il ne serait pas rappeur. Mais il y a quand même des morceaux que je trouve absolument brillants. Alors c'est vrai que du point de vue des paroles, c'est moins abouti qu'Astroworld, donc son dernier album qui était assez impeccable, qui est sorti en 2018 à peu près. Mais il y a quand même des choses qui se disent. C'est là où je suis pas d'accord avec Olivier. Il y a des choses qui se disent, mais pas de manière aussi construite. De toute façon, c'est un album qui est segmentaire. Après, c'est sa structure qu'il aime, d'ailleurs. C'est-à-dire, effectivement, ce souffle wagnérien, cette surenchère de baroque, vraiment, mais qui est segmenté, qui est fragmenté, et c'est comme ça qu'il construit ces morceaux. Par exemple, je pense à My Eyes, où il revient sur ce drame dont on est obligé de parler tout de même, quand même 10 morts lors d'un festival en 2021, si je ne m'abuse.
Énorme mouvement de foule, bousculade, 10 morts. Et il s'était pas d'ailleurs beaucoup exprimé, il s'était tenu un peu à distance. Oui, le temps d'être blanchi du point de vue judiciaire. Et c'est quelque chose qu'il travaille, et cette culpabilité revient plusieurs fois. Enfin, à la fois cette culpabilité et à la fois cette auto-rédemption. De toute façon, lui, il fait tout en auto. Hein. C'est-à-dire qu'il s'auto-félicite, il s'auto-critique, il s'auto-pardonne, I forgive myself, lui dit Dave Chappelle. Et quand Dave Chappelle dit ça dans un des morceaux, chante ça dans un des morceaux, clairement, il se met à la place de Travis Scott. Il y a une question qui m'intéresse. Vous dites d'un côté, il dit rien, il dit pas grand-chose. D'un autre côté, vous dites, il dit quelque chose. Déjà, premier point, quand on écoute Travis Scott, on comprend pas forcément. En fait, on peut aussi écouter plus une musicalité des paroles. Alors, qu'est-ce qu'il dit et pourquoi pour vous, Olivier Lam, il dit rien et pour vous, Sophie Drosmont, il dit quelque chose? Peut-être parce que j'ai réécouté plusieurs fois. Je pense pas que ça soit un album, d'ailleurs comme Olivier qui l'a écouté plusieurs fois, mais je vois ce que veut dire Olivier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la consistance qu'il y avait dans Astroworld dans ses textes, qui était quand même beaucoup plus consistant, où il allait. Mais quoi, au niveau de la construction, au niveau du en fait, c'est comme je disais, mais le texte est fragmentaire, c'est-à-dire que ça sera une phrase par-ci, une phrase par-là. Mais pour avoir un morceau qui parle, entièrement de son lien à ce qui s'est passé ce jour-là à Houston, sa ville natale, là où avait lieu le festival, on l'aura pas. Ça sera vraiment par-ci, par-là. On va pas rentrer dans le détail de 19 morceaux, mais il y en a un qui pour moi est le meilleur du disque, qui est un des plus rares d'ailleurs, quand même il est produit par James Blake et The Alchemist, qui s'appelle Lost Forever, qui est vraiment un disque sur la perte de repères, la perte de sens, etc. On peut faire des très grands disques sur le vide, sur l'absence de sens, etc. Mais là pour moi il n'y a pas du tout il y a pas de souffle en fait, précisément il n'y a pas de corps, et on peut parler aussi de ce qu'il est comme rappeur, et je pense que c'est quand même le principal problème de ce disque, et pour moi c'était le même problème pour Astroworld. Ça pose une question, est-ce qu'on peut exister dans le rap américain actuel, qui par ailleurs est en perte de vitesse astronomique, et ça on pourrait en parler si on a un peu de temps après, quand on a ni flow, ni voix. Non. Et c'est pas qu'il est techniquement limité, parce qu'il est bon, mais je trouve que son rap est extrêmement rigide. Franchement emmerdant, très monotone, et c'est comme si chaque envolée était une acrobatie qu'il avait répétée avant. Il n'y a pas du tout et c'est très spectaculaire parce il partage les morceaux avec des Tony White Savage, avec Young Thug, qui sont vraiment des gens ou Playboi Carti, qui sont des gens qui sont extrêmement singuliers au micro, et lui à côté est extrêmement Alors pourquoi il est tant aimé, pourquoi il est tant attendu? Parce que c'est un rappeur qui est apprécié, c'est plutôt un artiste, je dirais, qui est apprécié, mais aussi peut-être pour sa démesure. Et puis après, il y a des artistes qui sont des pop stars. Mais... Moi, je ne l'explique pas forcément. Pour moi, c'est un artiste dont le succès, franchement, dans le rap américain actuel, m'interroge beaucoup. Enfin, je vois la débauche, je vois très peu il n'y a pas du tout la folie qu'il y a dans les disques de Kanye West. Il a perdu une flamme ou quelque chose, ou alors il a toujours été comme ça et maintenant on s'en rend compte parce que ça saute aux yeux, aux oreilles. Je pense qu'il a toujours été comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant d'utiliser le terme flamme, étant qui se surnomme la flamme, Travis Scott, et qu'il est beaucoup question de feu et de glace dans cet album. Il y a vraiment un champ lexical autour de ça, et évidemment autour du paradis et de l'enfer, donc tout un délire biblique sous influence bien sûr de Kanye West, qui est clairement, j'allais dire le fantôme, non, parce qu'il est encore bien vivant, quoi qu'on peut se poser la question. Il y a une ombre Kanye West qui c'est plane l'ombre, sur lui. on peut parler d'ombre Kanye West, et d'ailleurs il lui rend, c'est un hommage très clair à Kanye West, cet album, et les meilleurs morceaux sont quand même sous une influence qui est plus qu'évidente, complètement assumée. Moi, je trouve que c'est les pires, les morceaux. Ah non, moi j'aime beaucoup. Modern Jam, j'aime beaucoup. Pourquoi c'est les pires, parce que, et là pour le coup, c'est le plus critiqué, Circus Maximus par exemple, c'est vraiment des ersatz, c'est-à-dire le même genre de percussion. Ça fait presque plagiat, non? Oui, ça fait. Pour moi, c'est pas vraiment un plagiat, puisque pour le coup, il y a un des morceaux, je crois Sirens, et un morceau qui était peut-être prévu, je crois, pour un Donda sur Kanye West. Kanye lui a littéralement donné le morceau en disant t'en fais ce que tu veux. Les démos, c'est sur Modern Jam. Moi, je trouve que c'est un petit peu comme ce qu'on a vu dans le cinéma au printemps et cet été, c'est-à-dire un système qui fonctionnait extrêmement bien en termes commercial, de dépenses énormes pour des produits de plus en plus monstrueux et de plus en plus, on va dire, composites, qui finissent par se planter. Et là, la perte de vitesse du rap américain, qui est vraiment spectaculaire dans les charts aux États-Unis, tendra à prouver que peut-être ce disque-là, sera le dernier de cette espèce, et peut-être pour des bonnes raisons. Switch, move that shit out here. You full off on sip, falling off of that got grip. All around the trap it hit, all around the map you trip. Take it like 9 out of 10.
Think they gon' find out again. Think I gotta find out again. Behind the tent, I sin, I've been. Can't forget about that place we went. Right if you put that in my hand. Do you still pop up? Do you dance? Do you still drop some? No, you can't. I got a lot, but I still chance. 19 titres donc dans cet album Utopia, dont celui-là K-pop avec Bad Bunny et The Weeknd. Travis Scott qui a multiplié, donc on l'a dit, les featuring, les collaborations. Qu'est-ce que ça apporte dans cet album? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? De plus, je crois pas, parce que c'est normal dans le hip-hop américain de multiplier les collaborations, les featuring. Énormément. Disons que c'est le casting qui est 5 étoiles, mais comme il a toujours fait, il voit toujours, justement, il faut encore les choses en grand. Mais ça veut dire... Sachant que ça s'accumule au fur et à mesure de l'album. C'est-à-dire qu'au début, il est seul, et d'ailleurs, c'est là où il y a les morceaux les plus intéressants. Et puis après, ça y est, il sort la grosse Bertha, Beyoncé, Drake, The Weeknd. C'est Beyoncé, la grosse Bertha? Non, pas du tout. Beyoncé que j'aime bien, mais sur un morceau qui n'a strictement aucun intérêt. Là, celui qu'on vient d'écouter, je trouve que c'est vraiment affreux. Vraiment affreux. Pourtant, j'aime bien Bad Bunny et The Weeknd, mais là, vraiment, ça va pas du tout. Pourquoi ça va pas du tout, ce titre? Je trouve ça très putassier, un peu dans ce qu'on peut avoir envie d'entendre maintenant, mais enfin non, même pas ce qu'on pouvait avoir envie d'entendre il y a 4 ans. Je trouve que c'est un morceau assez ringard. Le reste finalement reste assez atemporel, parce qu'inscrit dans ce qu'il a fait cartonner il y a pas si longtemps, mais qui reste, je pense, très fort. Et d'ailleurs, exemple typique, ma fille de 17 ans adore cet album, c'était une grande attente, et elle change de morceaux préférés tous les 3 jours. Je crois que vraiment sur même les très jeunes générations, Travis Scott a énormément d'impact, mais ça, c'est aussi renforcé par le fait qu'il y ait ce film dont on va parler quand même, qui l'a accompagné, et des samples très intéressants dont on peut parler après. Mais c'est vrai que ce morceau ne m'intéresse pas. Mon préféré, c'est Finn, avec Playboi Carti, un rappeur d'Atlanta, qui a vraiment une patte, effectivement, comme disait Olivier tout à l'heure, vocale assez forte. Et les dimensions Finn, ça veut dire zombie. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'atmosphérique. J'en perds, voilà, ce qui me transporte, moi, en tout cas. Pour moi, c'était le tube de l'été. Ça fonctionne auprès des plus jeunes, peut-être. Pour quelle raison? Vous parliez de perte de vitesse du rap US, Olivier Lam. Vous êtes trop vieux. Qu'est-ce qui où est-ce qu'on arrive? Oui, là non, mais j'allais évoquer un disque qui est sorti la semaine dernière d'un rappeur très différent qui s'appelle Earl Sweatshirt, et qui est un disque sur lequel il y a littéralement un invité sur un morceau. Sinon, c'est Earl tout seul avec son producteur The Alchemist qui est aussi sur ce disque. Non, mais je revenais sur la question de Géraldine sur pourquoi ce morceau est pas intéressant. Parce qu'il a pas d'âme, parce que il concentre un peu tout ce qui fonctionne actuellement, mais il le fait sans d'autres raisons que d'exister. Enfin, en fait, c'est un projet vide, cet album. C'est qu'il y a beaucoup d'atours, il y a le film qui accompagne, dont vous vouliez parler. On est sur vraiment quelque chose de très chic. On disait la pochette est belle, oui, les clips sont très réussis. Ouais. Il y en a un qui est réalisé par Gaspard Noé. Enfin, on est vraiment sur une débauche, absolument. Mais tout ça, moi, ne fait pas œuvre, littéralement. Et par ailleurs, même sur les invités, on est sur quelque chose d'extrêmement générique. C'est-à-dire qu'il y a tous les invités, qu'il faut avoir, la liste des 7-8 qu'il faut avoir. Ça peut-être, moi, j'étais très content de voir, y compris d'aller chercher des gens un peu moins connus, etc. Et pour moi, je parlais de ce morceau très réussi, qui est Lost Forever, sur lequel il y a ce rappeur new-yorkais incroyable qui s'appelle West Side Gun. Et alors là, vraiment, tout d'un coup, on se retrouve dans le rap, alors qu'avant, on était dans la débauche. Et c'est quasiment comme si on était dans deux univers parallèles. On l'a dit, 19 titres, on l'a dit aussi, ce concert en plein milieu de la Rome antique, et puis ce film aussi, 1h15, on l'a dit notamment réalisé par Gaspard Noé. Entre autres. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte, ce film? Ça vient justifier cette débauche de moyens et cette débauche de titres et ce travail très long? Je crois que ce film confirme surtout que c'est vraiment un artisan du hip-hop mainstream. C'est-à-dire que Travis Scott a compris qu'il fallait proposer quand même quelque chose d'assez total, je pèse mes mots, ça veut pas dire qu'il fait œuvre totale, mais en tout cas, ce film est assez étrange. C'est-à-dire qu'on commence il s'ouvre sur des grands paysages très épiques. Il se bat avec une espèce de monstre à tentacules. Qu'est-ce que ça signifie, passons. Et après, il se retrouve à converser avec Rick Rubin, ce n'est pas rien. Mais Rick Rubin lui pose cette question assez intéressante, Are you still crying? Est-ce que vous pouvez dire qui est Rick Rubin? Alors, ceux qui ne connaissent pas Rick Rubin. Donc, grand producteur américain. Kanye West aussi. Ah oui, c'est vrai. Entre de rap et de rock. West. C'est ça qui est intéressant. C'est celui qui a fait il y a Aerosmith notamment, qui a mélangé, et Run DMC qui a mélangé. Qui a eu cette idée, effectivement, dans les années 80 de cette hybridité mainstream. Et donc, Rick Rubin, qui est
gourou, le gourou de Malibu, et qui lui pose cette question. Donc il y a quand même de l'émotion. Ensuite, il y a effectivement le passage réalisé par Gaspard Noé, qui est le clip de Modern Jam, qui entre autres a été produit par Guillaume M. Christo. Donc là, effectivement, une fois encore, c'est assez irréprochable. Ce titre, donc, fait à partir d'une démo du titre I Am a God de Kanye West. Et puis, il y a du un coup, passage... ce film, on en retient quoi? Parce que... On en retient... après, il y a toute sa performance à Pompéi. Autant le concert a eu lieu à Rome, là, c'était à Pompéi, qui est... dont on ne sait pas si s'il incarne un empereur déchu ou un gladiateur au fait de sa gloire. Et c'est ça que je trouve intéressant finalement chez Travis Scott, c'est que il est vraiment toujours entre l'espèce d'énorme plantade et la gloire totale. Et cela étant, là, cet album est un énorme carton, peut-être un des derniers effectivement, mais il y a enfin cette année, je crois que c'est la première fois qu'il y a des singles de rap qui se classent vraiment très haut dans les charts. Il faut rappeler qu'à Pompéi, ça c'est aussi mal terminé. Hein. Faut bien le dire. Olivier Lam, un dernier mot? Oui, non, pour moi, ce film, c'est comme le reste, ça existe pour exister. Enfin, c'est pour faire du tapage. C'est parce que sinon, faut bien rembourser les dépenses, enfin, rentrer dans ses frais. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Et ben voilà, ça c'était pour Travis Scott. Je rappelle quand même que son album s'appelle Utopia et qu'il est sorti fin juillet sous le label Cactus Jack Epic Records. On change de style maintenant avec un album qui sort aujourd'hui même sous le label Young. Il s'appelle Midair et il est signé Romy. Hold my hand under the table. It's not that I'm not proud in the company of strangers. It's just some things are for us. Lover, you know when they ask me, I'll tell them. Won't be ashamed, no, I can't wait to tell them. Lover, I love her, I love her, I love her, Dans le trio du groupe de rock britannique The Excess, elle était la seule à ne pas avoir tenté l'aventure en solitaire. Et bien c'est désormais chose faite, puisqu'à 36 ans, Romy Madley Croft sort aujourd'hui son premier album solo, donc sous un nom d'artiste un peu raccourci, Romy. L'album s'appelle Mid-Air, 11 titres qui célèbrent selon elle l'amour, la fête, la danse. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à danser avec Romy, Sophie Rosemont? Ah oui, moi je suis complètement prête à danser avec Romy. C'est vrai que j'ai toujours beaucoup d'affection et ça sera sans doute mon album préféré dans la catégorie des solos des Excess. J'avais vraiment été très touchée par celui d'Oliver Sim l'année dernière qui s'appelait Ileus Bastard. Tout comme celui d'Oliver, ils sont tous restés très très amis, hein, et d'ailleurs Jimmy Excess intervient ici. Celui de Romy est très intime. Ce livre, c'est la première fois qu'elle utilise le pronom she, où elle parle très ouvertement de ses amours homosexuels. D'ailleurs, ce morceau qu'on vient d'entendre, Lover, est une lettre d'amour à sa femme, Vic, qui d'ailleurs a réalisé ses clips. Et pour elle, c'était important d'assumer complètement son homosexualité, la chanter, faire un album de chansons d'amour d'une femme à une femme, tout simplement, sur fond de dance floor. Donc ça, on va en parler plus en profondeur, j'imagine. Mais il est vrai que ce côté très dance n'est pas que dance. Il est nourri d'énormément d'autres éléments et il est porté par des paroles très mélancoliques. Donc ici, il s'agit d'amour, l'amour déçu, le coup de foudre, on se retrouve. Est-ce que je vais réussir cette fois-ci cette relation? Il est aussi traversé par la figure maternelle. Elle a perdu sa mère à 11 ans, Romy, et elle est au centre de Enjoy Your Life. Et tout ça, allié à ce que la pop britannique adore, mais aussi le disco ou la house, a des rythmes extrêmement dansants. Le principe de pleurer sur le dance floor, ça marche très bien ici. Avec Romy, dont l'album préféré est Confessions on a Dance Floor de Madonna. Exactement, avec quelques influences aussi sur ce titre, et le même producteur. Et le même producteur. Olivier Lam, sur cette idée de dance club, ça vous êtes séduit? Est-ce que on la connaissait, rockeuse dans The XX, mais est-ce que là, elle montre un nouveau visage selon vous?
Alors, j'ai plusieurs réserves. Je vais commencer par là. Non, d'abord, je vais commencer par ce que j'aime énormément dans ce disque. Et là, le morceau qu'on a écouté un extrait, mais ça fait un truc assez merveilleux, qui est quasiment de scénariser en fait l'entrée en scène, le passage en gros de la banalité du quotidien à la fiction du dance floor, le club, etc. La lumière crue du jour jusqu'au spotlight qui magnifie tout, et aussi la transformation du vilain petit canard en diva disco en quelque sorte. Et ça se joue par de l'arrivée devant le micro en fait, où elle est on entend le pied qui marque le temps, on entend quelqu'un qui dit est-ce que tu peux monter un peu le volume, on entend ensuite quelqu'un fredonner un peu comme sous la douche, et puis le son grossit, et puis tout d'un coup la chanteuse de dance music un peu improbable qui est Romy, qui est une chanteuse quand même qui a une voix plutôt fragile, s'épanouit, se dévoile, et là on arrive vraiment dans un disque de dance music, et je trouve que tout le disque prolonge un peu cette dualité intéressante, cette circulation en fait entre deux mondes. Mais en même temps, la dance music a toujours un peu porté ce paradoxe, surtout au Royaume-Uni, surtout le disque de pop influencé par la dance music. Et j'aime bien cette mise en récit en fait de Romy Medley-Croft comme artiste et comme chanteuse. Et ensuite, sa voix ne cesse de muter un peu tout au long du disque, à la fois parce qu'elle en fait en tant que chanteuse, aussi ce que la technologie et ses producteurs en font. Il y a énormément de moments où la voix est transformée, déformée, magnifiée, ou voire un petit peu sabotée, ce qui représente quelque chose, j'imagine, d'une identité fluide. Après, paradoxalement, je trouve le disque manque un peu de grâce. Je pense que dans les modèles, très clairement, il y a un duo qui est un des plus chers à mes yeux, qui s'appelle Everything But the Girl, dont la chanteuse Tracy Thorn. Maintenant, c'est un duo ils ont chacun une 60aine d'années. Ils ont sorti un disque absolument magnifique au printemps, qui est une des plus grandes chanteuses anglaises, voilà, et qui est une vocaliste absolument incroyable, et que Romy singe un peu, parfois pour le meilleur, et parfois on voit un peu quand même que on n'est pas sur le même niveau de coffre. Est-ce que ça fait pas un peu un album déjà écouté? C'est-à-dire que quand on n'a pas le sous-texte de qui elle est, d'où elle vient, de sa transformation et tout, est-ce qu'elle surprend, une écoute non, c'est comme pas une ça, originalité incroyable. voilà, une écoute comme ça, si on n'a pas tout ce contexte-là, finalement, ça nous préserve pas de se dire, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. C'est un disque de dance music sur la dance music très clairement. Donc c'est un disque un peu et sur l'amour, mais c'est aussi donc de redondance. Oui, en fait. C'est un disque sur l'amour parce qu'il y a cette métaphore de l'état de mid-air, comme elle dit. Donc c'est-à-dire on est entre deux mouvements, qui est aussi celui de l'amour naissant ou de l'amour qui se prolonge, la dissolution dans l'autre, etc. Ce qui est très joli, qui est pas non plus complètement nouveau, hein, mais en gros depuis Gloria Gaynor, on sait que le disco peut être très triste, et il est principalement triste, il est principalement en échappatoire, etc. Donc Live Me This Way. Et là, moi, je trouve que le travail des producteurs, donc qui sont principalement Stuart Price, Jacques Lucon, qu'on connaissait dans un groupe qui s'appelle Les Rythmes Digital, Fred Again, donc qui est un gamin un peu surdoué, fils d'une grande famille, qui a un succès hallucinant, et Jamie XX, donc qui file un coup de main. Et je trouve qu'on est, selon les morceaux, quand même sur une espèce d'électro-dance qui est supposée être décomplexée, mais qui finit par être assez générique et assez inintéressante. Et pour moi, musicalement, quand même sur les 2 tiers de l'album, quand même il se passe pas grand chose, ce qui est un peu frustrant parce que j'aimais beaucoup. Enfin vraiment, c'est un disque qui a été fait complètement pour me plaire, quoi. Musicalement plat, mais tout de même Sophie Rosemont attachée à l'histoire, à la façon avec laquelle elle raconte aussi toute sa partie intime, toute son adolescence. Elle dit écrire à destination des jeunes queers, hommage aux artistes aussi qui l'ont aidée dans sa vie quand elle était plus jeune. Elle raconte évidemment aussi sa façon de vivre son homosexualité, d'aller dans les clubs gays, de profiter de ça. C'est là aussi où il y a cette joie peut-être plus forte, et puis c'est ce dance floor, quoi. Oui, cette exultation. La première fois que j'ai écouté l'album, j'ai vraiment pensé à Small Town Boy de Bronski Beat, et effectivement, elle le cite comme référence, et qui était la chanson qui portait 120 battements par minute, de Robin Campillo, où à défaut de pouvoir sauver sa peau, le corps exultait sur le dance floor. C'est à peu près le même principe ici, où elle conjure totalement ses deuils du passé, ses déceptions amoureuses, pour aller vers une euphorie, à défaut de jouissance, une euphorie qui la transporte. Et puis il y a l'intervention d'un artiste dont il est, je pense, très important de parler, c'est Beverly Glenn Copeland, qui a vécu il y a quelques années un retour en grâce suite à la réédition d'un de ses albums qui s'appelait Keyboard Fantasies, qui était sorti en 86, et qui avait été, on va dire, exulté
exhumé par un collectionneur japonais en 2014, je crois, et qui est né femme et qui est devenu homme au début des années 2000, américain et canadien d'adoption. Et il a fait un très beau morceau qui s'appelle La Vita, un morceau très hybride, beaucoup plus hybride que ce que proposait Romy, mais que Romy sample dans le morceau Enjoy Your Life, qui est un très 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 beau titre qu'on va écouter maintenant, j'imagine. Ah bah oui, et oui, ça, vous imaginez bien que le débat continue même pendant, pendant Enjoy Your Life. Je plus sois, vraiment. C'est vrai que s'il y a vraiment un bel album qui est passé un peu inaperçu, c'est bien celui d'Everything But the Girl, avec ce duo qui est aussi un couple, toujours, merveilleux. On aurait dû faire une critique sur leur électro, voilà, on a parlé de Travis Scott et politique. Romy pour rien. C'est vrai que Romy, c'est évidemment aussi un album politique, mais évidemment, elle n'arrive pas à tous les sous-textes politiques d'Everything But the Girl, chez qui le silence est très important, d'avoir une longue conversation. Mais sans même demander un album avec un engagement politique, avoir un album qui, même s'il rend hommage, renouvelle quelque chose, apporte quelque chose. Moi, quand j'écoute ça, j'ai l'impression de réentendre la même chose depuis mes 14 ans. Je crois que là, on est aussi dans l'hommage, quelque part, tout comme Travis Scott rend hommage à Kanye West et peut-être réinvente pas énormément de formules. Romy ne demande pas, n'exige pas et n'avait pas pour dans le cahier des charges de réinventer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a pris le producteur de Madonna ou Fred Again qui a quand même produit Kylie Minogue qu'on aime bien et The Killers qu'on déteste. Franchement, il aurait pu s'en passer. C'est vraiment des pires groupes du monde, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Mais par contre, il a travaillé avec Brian Eno, voilà, c'est Brian Eno. Mais je crois que non, c'était pas dans son cahier des charges et c'est pas grave finalement de pas réinventer forcément lorsque ce qu'on fait, on le fait bien. Moi, je suis sur une piste de danse à 23h. J'ai envie, j'ai envie de m'éclater. J'écoute cet album et en même temps, il y a du sens. Et tout comme on danse, voilà, sur les grands. On ira danser ensemble, Sophie Rosemont. Oui, pour merci, terminer, Nicolas. Olivier Lam, si je résume, Romy sort de sa zone de confort. Oui. Et qu'est-ce qu'on je veux bien qu'elle ça ne m'aurait pas dérangé qu'elle y reste. Oh bah voilà. Mais pourquoi est-il aussi méchant? On lui demandera. Merci à vous, à tous les deux, d'être venus dans les midis de culture. Sophie Rosemont, critique musicale pour Rolling Stones, Vogue et Les Inrocks. Olivier Lam, on vous lit dans Libération et on retrouve toutes les références, évidemment, des objets culturels que l'on critique tout au long de la semaine sur le site de France Culture. Rendez-vous à la page de l'émission Les Midis de Culture.